Alors, s'il vous plaît, donc, nous reprenons nos travaux. Nous avons le plaisir de recevoir des représentants de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades, représentés par M. Roch Lafrance et Mme Christiane Gadouri. Bienvenue à la Commission des finances publiques. La parole est à vous. Alors, dans un premier temps, on veut vous remercier de l'invitation de venir donner notre avis sur cette importante consultation sur l'avenir du régime de rente du Québec. Vous comprendrez que on a une dizaine de minutes pour faire la présentation. Il y a beaucoup de questions auxquelles on est invité à répondre. Et donc, on va faire un bref survol du contenu de notre mémoire. Et évidemment, on aura du temps par la suite pour faire des échanges. Mais avant de parler de nos recommandations et de nos commentaires, on veut, les représentantes de la Fédération des femmes du Québec tout à l'heure en ont un petit peu parlé. Nous aussi, on a un petit problème avec la trame de fond d'équité intergénérationnelle, ou c'est comme ça qu'on appelle ça dans le document, et on aimerait faire une petite précision à ce niveau-là, parce que ça teinte beaucoup une bonne partie des propositions qu'on trouve dans les documents de consultation. Et notre malaise, on va l'illustrer par justement une petite histoire ou une illustration de la situation. Vous le savez, le régime de rente du Québec est entré en vigueur le 1er janvier 1966. Et un an plus tard, c'est-à-dire en janvier 67, M. Roger H. Taschereau a reçu le premier chèque émis par la Régie des rentes du Québec pour une rente de retraite. Alors, M. Taschereau avait cotisé 1 an. C'est ça, exactement 1 an. Il a eu droit à sa rente 1 mois plus tard. Alors, la question importante dans ce cas-là qu'il faut se poser, c'est qui a payé pour la rente de retraite de M. Taschereau, qui, je vous le rappelle, a cotisé pendant 1 an? Eh bien, la réponse, c'est les jeunes travailleuses et travailleurs qui sont entrés ou qui ont commencé à cotiser au régime de rente du Québec à partir de 1966. Alors, c'est ces gens-là qui ont payé la quasi-totalité de la rente de M. Taschereau. Alors, on comprend que lors de la création du régime, c'est le principe de solidarité intergénérationnelle qui a été appliqué. Parce que les jeunes générations ont payé pour les générations précédentes qui n'avaient pas de régime de retraite et qui, on s'est dit collectivement, on ne peut pas laisser ces gens-là dans l'extrême pauvreté. Alors, ça a été un geste de solidarité et ces gens-là, les jeunes des années 60-70, ont dit, bon, parfait, on accepte ça, mais on comprend qu'un jour, quand nous, on sera à la retraite et qu'il y a une partie de notre argent qu'on a donné aux générations précédentes et on est d'accord, s'il manque d'argent, il y a des gens, les plus jeunes, qui viendront et qui feront la même chose. Alors, on comprend mal qu'aujourd'hui, les propositions qu'on voit dans le document semblent s'adresser particulièrement aux nouvelles générations en disant les plus vieux, toutes les améliorations, vous n'y aurez pas droit. Parce que c'est une question d'équité. Les jeunes n'ont pas à payer pour vous. Alors, ce qu'on dit, nous, tout simplement, c'est que si on veut parler véritablement d'équité, il faut prendre l'équité, mais aussi la solidarité intergénérationnelle et l'inclure dans la question de l'équité. Bon, ceci dit, examinons les propositions qu'on retrouve dans le document de consultation et on va commencer par le scénario de bonification. Donc, nous, on n'est absolument pas d'accord avec la proposition du scénario Bonification Québec, ni d'ailleurs avec son mode de financement qui est basé sur une pleine capitalisation. Pour principalement 2 raisons. La première raison, c'est que ça fait fi justement du fameux principe de solidarité intergénérationnelle. Et la deuxième chose, c'est que nous, dans les documents, là, puis on le voit dans la vie de tous les jours, il y a un problème actuellement
d'insuffisance de revenus pour les travailleuses et les travailleurs à la retraite. Et ça ne règle pas ce problème-là actuel. Et donc, nous, on pense qu'il faut intervenir à deux niveaux, c'est-à-dire actuellement, il faut augmenter les rentes de retraite pour les personnes qui sont à la retraite et celles qui vont y arriver. Et c'est pour ça que nous, on propose que le 25% actuellement offert par la Régie des rentes du Québec soit porté à 33,33%. Et on est aussi d'accord avec un régime supplémentaire qui s'ajouterait, qui pourrait atteindre jusqu'à 50% du revenu et qui, lui, pourrait être pleinement capitalisé. Et donc, on pourrait ainsi allier solidarité et équité intergénérationnelle. Sur les questions propres à la retraite anticipée, facteur de longévité, je vais laisser la parole à Mme Gadouri qui va vous entretenir de ces questions-là. Alors, nous, on est d'accord qu'il faut stabiliser les cotisations pour assurer la pérennité du régime. Et excusez-moi, je recommence. Le document nous propose que pour stabiliser les cotisations et assurer la pérennité du régime, on propose l'âge minimal d'admissibilité à la retraite anticipée soit rehaussé et on propose aussi l'introduction d'un facteur de longévité pour pouvant reporter les versements de la rente de la retraite. Alors nous, on pense qu'il est important de se prononcer et de parler de pénibilité du travail. Il y a un grand nombre d'États qui ont réfléchi sur leur régime de retraite récemment et plusieurs d'entre eux ont pris en compte la nécessité de prendre en compte justement la pénibilité du travail avant de décider de reporter l'âge de la retraite ou de la retraite anticipée parce que ça a des conséquences pour les travailleurs et les travailleuses qui ne sont pas en mesure de prolonger leur vie active. Alors, on pense que c'est légitime d'en débattre de l'âge de l'admissibilité à la retraite et à la pré-retraite, parce que le régime subit des pressions quand même. Mais on est d'avis qu'il faudrait qu'il y ait un large débat de société sur la pénibilité du travail, parce que ça a des conséquences pour la santé, la qualité de vie et l'espérance de vie des travailleuses et des travailleurs qui font des métiers pénibles. Alors, on pense que le régime de rente devrait prévoir des mesures spécifiques pour tenir compte de la pénibilité du travail en faisant un débat de société. Il y a un élément qui n'est pas pris en compte dans le document de consultation et nous, on juge ça important de l'apporter. Alors, le régime actuel, il prévoit qu'il est possible de retrancher du calcul de la rente 15% des mois de plus faible gain. Le RPC, c'est 17%, ils sont rendus à 17%. Nous, on pense que compte tenu que l'âge d'entrée au marché du travail est de plus en plus tardif compte tenu des études, on pense que ce serait une bonne idée de porter ça à 17%. Et ça serait vraiment pour nous de l'équité intergénérationnelle parce que les jeunes rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Concernant l'adaptation des prestations d'invalidité du RRQ pour les gens qui sont déjà à la retraite et qui pourraient devenir invalides, nous, on est d'accord avec ça. On remarque cependant, comme ça a été dit dans la présentation précédente, qu'on ne parle pas de l'invalidité dans le document de consultation et nous, on pense que la pénalité de 36% de la rente, si on prend une rente d'invalidité à 60 ans, à 65 ans, on va avoir 5 ans de fait et donc c'est 6% par année, 36%, notre rente va être réduite de 36%. On est d'avis que pour l'invalidité, ça n'a pas de sens parce que une invalidité, on prend ça pour des raisons médicales seulement et ça n'a rien à voir avec un choix personnel. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. Et là, je vais repasser la parole à M. Lafrance pour qu'il nous parle de la contribution des victimes de lésions professionnelles. Et je vais conclure avec ça. La loi actuelle ne prévoit pas que les victimes d'accidents et de maladies du travail puissent contribuer au régime de rente du Québec. Puis on comprend parce que la loi sur le régime de rente du Québec prévoit que seuls les revenus de travail puissent être comptabilisés. Et quand on a des indemnités de la CSST, ce n'est pas des revenus de travail.
Il y a, au début des années 80, la CSST avait évalué la question et avait dit, ça n'a pas d'allure, il faudrait que les indemnités de remplacement du revenu, on puisse cotiser là-dessus. Et d'ailleurs, vous savez qu'à la CSST, on prend en compte les cotisations à la Régie des rentes dans le calcul du revenu net, mais ces cotisations-là ne sont pas versées au régime de rente du Québec. Alors, on pourra en parler plus tard, mais on a fait plusieurs scénarios, des projections qui démontrent que ça a un impact d'avoir une lésion professionnelle lorsque on prend notre retraite. Alors, donc, nous, ce qu'on demande, c'est que tant la loi sur le régime de rente du Québec que la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puissent être amendées. Et il y a des scénarios qui avaient été prévus par la CSST, on en parle dans notre mémoire, pour permettre aux travailleurs ou aux travailleuses de cotiser au régime de rente du Québec. Ça aurait aussi un avantage, c'est que ça permettrait l'entrée de nouveaux fonds dans la caisse du régime de rente du Québec. Et donc, en conclusion, nous, on trouve que les questionnements qui sont soulevés dans le document de consultation sont justifiés et sont importants. On nie pas ça. Et on pense que le régime de rente du Québec est à la croisée des chemins ici. Il y aura des décisions qui devront être prises qui vont avoir des effets sur plusieurs générations de travailleurs et de travailleuses. Et donc, dans ce sens-là, on pense qu'il faut qu'il y ait un large débat. Et si on a des modifications législatives suite à cette commission parlementaire-là, dans les mois ou les années à venir, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura un projet de loi spécifique qui va être déposé là-dessus pour qu'on puisse en débattre, et non pas comme lors de la dernière consultation, on a eu des modifications qui sont passées en douce dans un budget, et on trouve que démocratiquement, là, dans le débat important qu'on a amené, c'est peut-être pas le meilleur véhicule. Et donc, on va pouvoir échanger là-dessus. Merci de votre présentation, M. Lafrance, Mme Ghadouri. Nous allons donc passer aux échanges avec les parlementaires. M. le ministre. Merci, M. le Président. Alors, excusez-moi. Mme Ghadouri, M. Lafrance, bonjour. Merci d'être venu, de nous avoir présenté votre dossier et aussi le mémoire où il y a beaucoup plus d'éléments que ce que... Parce qu'en effet, en 10 minutes, on ne peut pas aller très loin. Quelques questions avec vous. J'ai trouvé par exemple, votre suggestion en termes de bonifier le régime des rentes de base de 25 à 33%. Et puis aussi d'instaurer un régime supplémentaire. Donc, on arriverait à 50% du taux de remplacement. Très bien. La question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on financerait ça? Donc, il y aurait des cotisations plus élevées, bien sûr, pour que ça puisse se faire, mais comment vous voyez quelle serait l'acceptabilité d'une forte hausse de cotisation de la part des travailleurs et ou de la part des entreprises? Et la France? Bien, écoutez, c'est sûr que de la part des employeurs, on a écouté un petit peu là, la commission parlementaire est venue jusqu'ici et bon, faut pas s'attendre à ce que le Conseil du patronat ou l'ensemble des employeurs viennent dire oui, c'est merveilleux. On s'attend pas à ça. Ce que nous on dit, c'est quand on se compare ailleurs, là, parce qu'on est, oui, au Canada, mais on vit dans le monde, on entend beaucoup parler de mondialisation, et quand on se compare avec, appelons ça des comparables, par exemple les pays de l'OCDE, ce qu'on se rend compte, c'est que le Québec et le Canada, là, c'est parmi les pays où le taux de cotisation est le plus bas. Le taux de cotisation est le plus bas parce que souvent les avantages ou les bénéfices aussi sont les plus bas. Alors, quand on regarde, par exemple, on est à moins de 11% au Québec et dans l'ensemble des pays de l'OCDE, la moyenne est autour de 18%, les taux de cotisation, toujours à leur régime de rente dans chacun des pays. Alors, on voit qu'il y a une marge à quelque part. J'ai aussi entendu qu'il y a
plusieurs gens qui viennent dire, oui, mais c'est parce que si les employeurs payent plus, on va perdre de la compétitivité, ça va être difficile, les employeurs n'ont pas les moyens de payer. Moi, je vous soumets qu'en 1966, si on avait écouté les employeurs, on n'aurait pas de régime de rente du Québec. Alors, à un moment donné, il faut un peu forcer la main, et ce n'est pas vrai que les employeurs paient plus ici qu'ailleurs. Ça dépend de ce qu'on regarde. Il y a eu une commission sur la fiscalité en 2014, et il y a eu des comparaisons, et je l'ai fait sortir, là, parce que fiscalité au Québec sur les sociétés. Hein, et quand on compare l'avantage compétitif du Québec, on a un petit graphique, ça vient de ce document-là, la petite ligne en haut, c'est le Québec. C'est l'endroit le plus compétitif au niveau des affaires, puis là, on dit les coûts d'implantation et d'exploitation. Alors, plus compétitif qu'ailleurs au Canada et qu'ailleurs dans les pays du G7. Et on a vérifié, est-ce que on se maintient encore? Et il y a le palmarès de KPMG qui sort à chaque année. Et en 2016, c'était un peu la même situation. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une marge de manœuvre, et c'est sûr que ce qu'on se fait dire de l'autre côté, c'est si on n'augmente pas les cotisations, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir notre 70 %? Ben, il faut cotiser nous-mêmes à un régime privé où, généralement, l'employeur ne cotise pas. Et donc, pour les travailleuses et les travailleurs, ça veut dire de cotiser au moins 2 fois plus que la cotisation qu'ils verseraient au régime de rente du Québec, qui est un des régimes les mieux, puis on l'a entendu encore cette semaine, un des régimes les mieux gérés et où les rendements sont les meilleurs. Alors moi, personnellement, là, avec mon petit REER, je peux pas atteindre ça. Et donc, dans ce sens-là, ce que nous, on dit, il y a une marge de manœuvre. C'est sûr que les employeurs seront pas favorables, mais ce que vous avez entendu, c'est avec les gens de la commission d'Amour, c'est que quand on explique ça aux travailleurs, à 98 % ils acceptent les hausses de cotisation. Okay. Que, dans le fond, c'est un peu pour ça qu'on dit que ça prend une consultation très large pour avoir le temps d'expliquer ces choses-là pour que les gens comprennent. Quand les gens comprennent, ben, ils acceptent mieux que quand ils ne comprennent pas. C'est clair. Mais quand on regarde le fardeau des entreprises, le fardeau fiscal, le fardeau global peut-être qu'il est comparable, mais à l'intérieur de ce fardeau-là, il y a les taxes sur la masse salariale qui, elles, au Québec, sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Et quand il s'agit de prendre des décisions pour augmenter ou pas des nombres d'employés, donc créer des emplois ou pas, la taxe sur la masse salariale est un frein important. Mais je comprends votre position. Je ne pense pas que nous serons d'accord, mais je comprends votre position. Vous avez mentionné aussi donc, quand on se compare à ce qui se fait ailleurs, et ce qui est très bien, ce qui se fait ailleurs dans les pays de l'OCDE, c'est qu'un peu partout, on se pose des questions, et il y a même déjà des actions qui ont été prises ailleurs concernant l'âge de la retraite, de la repousser un peu plus tard. Chez nous aussi, on se pose ces questions parce que l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Encore une fois, c'est une bonne chose que l'espérance de vie augmente, c'est pas une mauvaise chose. En 1966, je pense que l'espérance de vie était quelque chose comme jusqu'à 71 ans. Maintenant, au-delà de 80 ans, donc c'est considérable. Une des façons d'adresser cette question-là, c'est d'examiner l'âge de la retraite. Vous, c'est quelque chose qui ne vous enchante pas trop. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus pourquoi? Que c'est important. Madame Gadouri. On pense que c'est important de regarder, d'examiner ça parce qu'effectivement, les changements démographiques, ils existent. Hein? C'est vrai qu'il y a un allongement de l'espérance de vie, etc. Mais on pense que, en regardant ça, il faut aussi faire attention parce que tous n'ont pas la même espérance de vie, d'une part, et il y a des gens qui font pas le même type de métier. Il y a des gens qui font des métiers qui sont beaucoup plus difficiles. Et donc, il faut aussi
Hein? Ils n'auront pas l'espérance de vie, à tout le moins en santé, que, je ne sais pas, moi, prenons un éboueur, n'aura pas l'espérance de vie, il ne sera pas capable de faire son travail durant 50 ans, ça c'est clair. Hein? Et il n'y aura pas l'espérance de vie que de quelqu'un qui travaille en arrière d'un bureau, c'est évident, là. Alors, c'est ça qu'on dit, nous autres. On dit, il faut... sont légitimes, ces questionnements-là. Ils sont importants, même parce que on est rendu là. Et c'est un bon moment pour regarder ça. Mais il faut le regarder en essayant d'élargir les dimensions pour ne pas échapper du monde en cours de route et pas mettre du monde plus dans une extrême pauvreté, comme c'était le cas avant 66. Merci. Monsieur le ministre. Une dernière question avant de laisser la parole à mes collègues. Vous avez mentionné que vous souhaiteriez que les personnes qui sont en congé de maladie, dans la CSST, puissent continuer de contribuer au régime de pension. Mais donc, dans ce cas-là, si c'était le cas, je présume que la partie employeur ne se ferait pas. Bien sûr, la CSST elle-même ne contribuerait pas. Donc, ça, c'est seulement les contributions des employés, des personnes qui sont en congé de maladie, c'est ça? OK. Bien, écoutez, dans notre mémoire, là, on reprend presque mot à mot la proposition que la CSST avait faite au moment de la grande réforme du régime. Nous, on appelle encore ça, même si le temps passe, là, on appelle encore ça la nouvelle loi, donc la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la loi qui est en vigueur aujourd'hui. Donc, au début des années 80, lors de cette grande réforme-là qui réformait la loi de 1931, on a examiné ces questions-là parce qu'on se rendait compte que ça a des impacts. Et ce que la CSST alors avait dit, c'est on va continuer à indemniser sur le salaire net, sauf que pour calculer le salaire net, on va utiliser l'impôt fédéral, l'impôt provincial et peut-être l'assurance chômage, mais encore là, on proposait de faire des démarches au niveau du gouvernement fédéral pour aussi que les travailleurs puissent cotiser à l'assurance chômage pendant qu'ils étaient sur la CSST. Mais la CSST disait, écoutez, c'est sûr qu'au niveau fédéral, ça peut être plus compliqué, mais c'est très, très facile au niveau provincial. On ne calcule plus la régie des rentes, la cotisation au niveau du salaire net, mais ces gens-là vont pouvoir cotiser et la régie des rentes, à l'époque, va présumer que le salaire cotisable, c'est le revenu brut utilisé par la CSST pour indemniser. Alors, dans notre mémoire, là, on reprend la proposition qui était faite par la CSST. Et ce qu'on vient de dire, et la CSST prévoyait déjà que la part de l'employeur, c'est la CSST qui allait la payer. Et donc, on se retrouve avec des dispositions, si ces dispositions-là étaient adoptées, avec aucun changement pour le travailleur. Si vous regardez dans notre mémoire les scénarios qu'on a faits, évidemment, il y a des ajustements que la Régie des rentes a tenté de faire, mais il y a des effets pervers aussi, avec ça, et ça arrive souvent que les travailleurs et les travailleuses vont être pénalisés, mais ceux qui sont toujours pénalisés, c'est ceux qui sont indemnisés à très long terme quand ils occupent un emploi convenable, en vertu de la loi sur les accidents du travail. Alors, des gens qui ne sont plus capables de refaire leur travail, qui se réadaptent dans un emploi moins rémunérateur, et ils vont recevoir une compensation de la CSST. Ça peut durer pendant 40 ans, ça. Alors, ces gens-là travaillent, ils payent des cotisations au régime de rente sur leur petit nouveau salaire, souvent un salaire minimum, puis le reste de la compensation est versé par la CSST et ils ne paient pas de cotisation là-dessus actuellement. Et donc, sur 30-40 ans, ça peut être une diminution de 50 60 de votre rente de retraite. Alors, ce que nous, on dit, c'est, en adoptant ces mesures-là, on réglerait le problème du côté des travailleurs et des travailleuses accidentés ou victimes de maladies professionnelles, mais il y a de l'argent neuf qui rentrait à la Régie des rentes et les sorties d'argent ne seraient pas équivalentes. Hein, parce que, on le voit, là, il y a des mécanismes. Quelqu'un qui est en arrêt de travail et reçoit des indemnités pleines là, de la CSST pendant plus de 2 ans,
ces années-là ne sont pas comptabilisées dans le calcul de sa rente de retraite. Alors, il n'y a personne qui cotise, mais la pénalité est beaucoup moins grande pour le travailleur. Alors, cet argent-là, si ça rentrait, bien, c'est sûr que le travailleur n'aurait pas une augmentation équivalente de ses prestations. C'est une minute, M. le ministre. Monsieur le député de Pontiac. Oui, peut-être rapidement. Là, et peut-être que d'autres suivront là-dessus. Là, je ne suis pas certain que je comprends exactement ce que vous me dites quand vous parlez de la question de la solidarité intergénérationnelle versus la question de l'équité intergénérationnelle. L'exemple que vous avez peut-être m'aide à comprendre. Ce que vous me dites, c'est qu'en 1967, il y avait un travailleur qui payait pour la rente de M. Tachereau. C'est ça? Oui. Et qu'en 1980, il y avait un travailleur qui payait pour la rente de celui qui payait pour la rente de M. Tachereau. C'est ça? Et donc, c'est un cycle, si j'ai bien compris. Là. Et donc, c'est ça. Et donc, ce que vous dites aujourd'hui, je prends l'exemple de mon père qui est né en 1954, puis moi qui est né en 1981. Là, mon père approche de la retraite, mais le problème étant, c'est que si je pense simplement au principe d'équité intergénérationnelle, lui va avoir contribué pour une génération qui est bien moindre que celle pour laquelle moi je vais contribuer. Il y a plus de monde qui sont nés en 1954 que de monde qui sont nés en 1981, à peu près. Là. Je généralise, là, mais essentiellement, ce que vous me dites, c'est que peu importe le nombre de gens, de retraités, d'employés, etc., il faut que la génération qui travaille soit solidaire avec celle qui est... Et donc, on n'a pas besoin de capitaliser à 100%. C'est ça que vous dites? Peut-être. Bon. Je vais juste... malheureusement, je dois passer du côté du député de Sanguinet. Le parti gouvernemental n'a plus de temps. Si les questions reviennent... Oui, mais on reviendra... Non, mais mon altruisme légendaire me permet de répondre à cette question qui est pertinente de M. le député de Pontiac. Allez-y, monsieur. Je vais tenter de faire ce cours. J'ai à peu près le même âge que votre père, OK? Alors, votre père, il y a eu un père puis un grand-père probablement. Alors moi, mon père, j'ai eu un père puis un grand-père. Alors, quand mon grand-père a pris sa retraite, il avait cotisé 11 ans au régime de rente du Québec. Il a eu une pleine pension, comme s'il avait cotisé pendant 47 ans. Alors, il y a du monde qui ont cotisé pour payer ça, là. Hein? Il n'a pas payé. Quand mon père a pris sa retraite, il avait payé pendant 28 ans, je pense, plutôt 47 ans. Alors, la première génération qui a cotisé toute sa vie pendant les 47 ans, c'est la génération de votre père. Quelqu'un qui a 54 ans, qui a 54 ans, là, c'est-à-dire les gens, là, depuis 3 ans, c'est les premiers retraités, là, les gens qui ont pris leur retraite en 2013, c'est les premiers à avoir cotisé toute leur vie. Alors, tous les autres avant, ils n'ont pas cotisé toute leur vie. Alors, il y a des gens qui ont cotisé pour eux. Alors, c'est juste ça qu'on veut dire. Et là, le régime, là, il commence à être mature. Hein? On a dépassé, là, le 47 ans. Alors, c'est sûr que de plus en plus, ça va être facile parce que moi, j'ai cotisé toute ma vie, Mme Gadouri aussi, puis vous aussi, vous allez cotiser toute votre vie. Mais au démarrage, les gens là qui ont eu leur retraite après 1 an, 2 ans ou 5 ans ou 10 ans de cotisation, c'est sûr qu'eux, ils ne l'avaient pas payé, leur retraite, et donc il y a d'autres gens qui l'ont payé pour eux. Alors, merci, bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous, parce que c'est la maison du peuple. Alors donc, j'aurais une question par rapport à la pénibilité du travail, du type de travail. Vous savez, il y a des gens, on a posé des questions à certaines personnes, puis ils disaient, étant donné que ça touche l'ensemble des Québécois, qu'on ne peut pas arriver à, justement, déduire des années suite à la pénibilité d'un travail. Mais ça se fait, les pompiers, les policiers, dans leur contrat, dans leur convention, ils ont, je pense, c'est 5 ans de moins à cause de ça. Puis les gens qui sont venus ici, ils disent que de façon sectorielle, ça se fait, mais pas avec un régime public qui couvre l'ensemble de la population. Je veux juste vous laisser là-dessus, je veux vous entendre là-dessus, parce que je sais que vous avez des exemples de la France et de l'Italie. J'aurais aimé ça que vous nous présentiez là, un sommaire de cette réflexion-là qui se passe ailleurs. La pénibilité, là, c'est envisagé de 2 façons. Soit on va dire il faut rendre les emplois soutenables, on a ce qu'on appelle la soutenabilité, ou on va compenser parce que les emplois y ont été pénibles.
Il y a des emplois où on peut améliorer la soutenabilité, par de la prévention, par de l'ergonomie, par adapter le travail aux personnes et non pas les personnes au travail. Et donc ça peut faire un bout. Mais il y aura toujours des places où ce sera pas possible d'adapter. On donne l'exemple dans le mémoire, le travail de nuit. C'est sûr qu'on pourrait, il y aurait sûrement des cris là, mais on pourrait interdire le travail de nuit parce que c'est nuisible pour la santé, ça a des effets vraiment néfastes, irréversibles, ça peut même aller jusqu'au cancer du sein, etc. Et donc ça, c'est prouvé, c'est démontré. Alors, on pourrait finir par arriver à ça. Cependant, on ne pourra pas fermer les hôpitaux la nuit. On ne pourrait pas dire il n'y a plus de pompiers. On ne pourrait pas dire il n'y a plus de policiers, etc. Alors, il y a quand même des métiers où on ne pourrait pas interdire le travail de nuit. Alors, ces gens-là ne sont pas nécessairement capables de travailler sur une aussi longue période parce que c'est plus dur leur travail. Et donc, ça a plus d'effets irréversibles sur leur santé. Alors, ce qu'on dit, c'est ça s'est fait dans plusieurs pays. Les pays nordiques, Danemark, etc., l'ont fait beaucoup et ils sont rendus, eux autres, à une étape où ils sont beaucoup plus avec des mesures de soutenabilité parce que ils ont compensé plus, mais ils ont travaillé sur les deux volets. Alors, c'est pour ça qu'on dit ça prend un grand débat là-dessus parce que ça se fait, mais ça se fait toujours à partir d'enquêtes et de chercheurs qui font des enquêtes sur le travail. C'est sûr qu'on peut le faire dans des régimes complémentaires ou dans des conventions collectives, mais c'est pas tout le monde qui est syndiqué. Et il y a beaucoup de métiers pénibles qui ne sont pas syndiqués. Et donc, c'est des débats de société qu'il faut faire, qui se sont faits. Et je tiens juste à dire que ici, là, on a réalisé une grande enquête en 2011 qui répertorie beaucoup les conditions de travail et de pénibilité vécues par les travailleuses et les travailleurs. Ça serait une bonne base pour commencer à discuter de ça. Et ce n'est pas juste une question de retraite, c'est une question, c'est sûr que ça prend un forum plus large que ça, parce que il y a toutes sortes de ministères de l'Éducation, Santé et Sécurité du travail, etc., qui doivent intervenir dans des choses comme ça. C'est... Ce qu'on voit, là, vous expliquez là, brièvement la France et l'Italie qui sont arrivés, surtout l'Italie qui sont arrivés avec une compensation selon la pénibilité. C'est des pays de l'OCDE qui ont des facteurs de pénibilité liés à l'âge de la retraite. C'est pas tout égal et ça se finance, ils ne financent pas tout de la même façon. OK. Et donc, c'est parce que des gens, hier ou avant-hier, moi je connaissais pas vraiment ça. Il y a des gens hier ou avant-hier qui disaient que c'était... Ils ont rejeté ça du revers de la main, puis je veux pas les accuser de quoi que ce soit, mais tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand j'ai regardé votre numéro, je pensais pas que ça pouvait se réaliser de cette façon-là. Combien il me reste de temps? 3 minutes. Je peux vous Est-ce que député de l'opposition officielle face à un gouvernement comme ça, c'est pénible? Je pourrais peut-être bien avoir un bonus de pénibilité. Ouais. Alors, le ministre est d'accord avec moi. Alors, autre chose qui m'a étonné, et je vous dis pas positivement ni négativement. Je vais vous donner une minute de plus, mais pas en fonction de votre déclaration. Ben juste, ce qui est étonnant, comme je vous dis, c'est pas négatif ou positif, c'est par rapport à votre position sur le facteur de longévité, qui va à l'encontre de ce qu'on a entendu. J'aurais aimé ça vous laisser un peu de temps pour que vous expliquiez là, plus en détail pourquoi vous trouvez que c'est une bonne idée. On pense que c'est légitime de se questionner là-dessus. C'est vrai que l'espérance de vie augmente, c'est vrai que ça a des impacts sur le marché du travail, sur la retraite, etc. Mais on pense que c'est pour nous de même nature que pour la pénibilité du travail. On pense qu'il faut pas dire tout le monde a la même longévité, tout le monde va vivre jusqu'à 92 ans. C'est pas vrai. Il y a du monde qui vivent pas dans les mêmes conditions et on sait que, et même l'OCDE le sait aussi, que c'est pas vrai que tout le monde va vivre
ont les mêmes espérances de vie. On sait qu'un des facteurs, par exemple, c'est la pauvreté qui agit sur l'espérance de vie. Il y a quelqu'un qui l'a dit cette semaine, on a juste 5 stations de métro à faire à Montréal et l'espérance de vie diminue. L'ouvrière qui reste en bas d'Westmount, là, Saint-Henri, c'est ça, ben, n'a pas même espérance de vie que le contremaître qui reste à Westmount, là. Alors, ce qu'on dit, c'est un questionnement qu'on pense qui est légitime. On pense que on peut pas rester toujours dans le même modèle parce que ça évolue, le monde, hein? Et donc, il faut se les poser, les questions, mais il faut prendre le temps de se les poser comme il faut, en tenant compte de tous les aspects et en n'échappant pas du monde. Bon, M. Tomé, je vais juste vous dire, je vous salue. Moi, je vais quitter je sais que je ne suis pas supposé de mentionner l'absence de quelqu'un, mais c'est mon absence. Alors, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli. Je remercie le président, je remercie les gens du gouvernement, mon ami de l'opposition, de la seconde opposition. Ça fut très agréable de travailler avec vous. Alors, on va se croiser à un autre moment, j'en suis convaincu. Peut-être aussi agréable, ou moins, on verra. Merci, M. le député. Monsieur le député de Chutes-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, dames, pour votre participation aux travaux de la Commission. 2 volets que je veux aborder. Lorsqu'on parle des gens là, qui sont malheureusement invalides, après ça l'influence. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qui peuvent être touchées par cette situation-là? Je faisais des recherches rapides, mais je disais pas. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, je vais demander à la Retraite Québec de nous sortir cette donnée-là, parce que c'est totalement absurde de considérer que ces gens-là ont fait le choix d'être invalides. En tout cas, c'est mon éditorial, mon commentaire de ce matin, mais si vous voulez... C'est ça. On n'a pas le chiffre, mais on sait que c'est relativement important et nous, on travaille avec des victimes d'accidents et de maladies du travail. Hein. Souvent, ces gens-là, bon, on peut dire ça devrait être la CSST qui s'en occupe, là, puis ils s'en occupent peut-être pas assez bien, mais ce qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, la CSST, qui s'appelle maintenant la CNESST, se débarrasse un petit peu de ces travailleurs et de ces travailleuses en les refilant à la Régie des rentes du Québec à partir de 60 ans. On voit souvent ça, là. L'agent CSST dit « Inquiète-toi pas, on va te dealer un emploi pas trop cher, on sait que tu seras pas trop payant, on sait que tu ne seras pas capable de le faire, mais tu vas à la Régie des rentes, comme tu n'es pas capable de refaire ton travail, ils vont te compenser. » Alors, c'est un mécanisme où il y a d'autres organismes gouvernementaux qui vont pelleter là. Et donc, nous, on a... Un peu plus là-dessus, là, je vous suis. Ça a l'air comme une mécanique bien bizarre, cette histoire-là. C'est pas, quand une victime de maladie professionnelle ou d'accident du travail n'est pas capable de refaire son emploi, la CSST doit le réadapter afin qu'il puisse ou qu'elle puisse occuper un emploi convenable. Tout ça est sur papier, là. Hein? La CSST n'a pas besoin de trouver un emploi, puis ils n'ont pas besoin de donner une vraie formation, mais il faut qu'ils déterminent un emploi. Alors souvent, les travailleurs âgés, autour de l'âge de 60 ans, plutôt que de les réadapter, ils vont dire, écoute, on va te déterminer un emploi convenable, hein, au salaire le plus bas possible. Fictif. C'est fictif, oui. Okay. Et donc, ça, on va considérer que tu fais ce salaire-là et nous, on va te compenser la différence entre ce nouveau salaire et ton ancien salaire. Et le manque à gagner va-t-en en Régie des rentes, fait une demande de rente d'invalidité et tu vas l'avoir automatiquement parce que nous, on a reconnu que médicalement, tu n'es pas capable d'occuper ton emploi. Et la règle, à partir de 60 ans, à la Régie des rentes, c'est ça. Et donc, les gens de bonne foi, là, puis où ils veulent pas avoir de problème avec la CSST, ils veulent pas embarquer dans un processus de contestation, disent « OK, c'est ce que je vais faire ». Et donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, on a beaucoup de travailleurs comme ça. On en voit beaucoup. Et la surprise qu'ils ont, cependant, c'est qu'à 65 ans, ils comprennent qu'ils n'ont peut-être pas fait le bon choix et qu'on leur a mal expliqué le choix qu'ils ont fait, le choix. Il faut s'entendre, là. On aurait pu décider de se battre puis de faire reconnaître l'invalidité par la CSST. Mais donc, ces gens-là
à l'âge de 65 ans, perdent 36 de leur rente. Et ça, c'est depuis 1998, je pense. Avant, c'était pas comme ça. Et donc, un peu comme la Fédération des femmes du Québec, ce qu'on vient de dire, c'est que ces gens-là, là, c'est parce que médicalement, ils ont été reconnus comme incapables de faire leur travail. C'est pas pour c'est pas une question de retraite volontaire, là. Et donc, ils sont pénalisés, effectivement. Et je veux juste souligner que souvent, on entend à la Régie des rentes, Retraite Québec maintenant, dire, écoutez, on prend en compte la pénibilité du travail parce que c'est une forme de reconnaissance que les gens qui ont occupé des emplois pénibles sont plus capables de le faire à 60 ans, on va les indemniser. Mais c'est parce que quand on reconnaît la pénibilité puis on pénalise des gens, ben c'est pas ça un vrai régime qui reconnaît la pénibilité. Hein? Il y a certains pays, lors de la réforme de leur régime de retraite, qui ont même bonifié les indemnités pour les gens qui ont fait un travail pénible. Hein? Et donc, c'est pas de les pénaliser, bien au contraire. Merci. C'est beau. Président. Ça va? Oui, merci. Donc, merci, Monsieur le député. Donc, je remercie le représentant de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades, la personne de M. Lafrance et Mme Gadouri. Merci de votre participation. Je vais suspendre nos travaux jusqu'à 14 heures. Je suspends les travaux.